Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au débrief de l'actu de ce jeudi. Nous sommes le 14 novembre et le sujet qui nous intéresse ce soir est relatif au projet de loi qui porte sur le tribalisme, la pénalisation du tribalisme, un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Cameroun. Hier, la lutte contre les discours haineux et les propos tribalistes vient donc de prendre une autre tournure dans notre pays après de nombreux appels des responsables politiques, des organisations de la société civile et même du citoyen lambda à la vue des la montée justement de ces propos haineux du tribalisme dans notre pays, notamment dans les réseaux sociaux et même dans certaines chaînes de télévision et des médias. Le gouvernement vient donc de prendre le taureau par les cornes ce projet de loi donc pour but de décourager dans ces aspects, de décourager justement la montée des discours haineux à caractère tribaliste et communautariste dans l'espace public, particulièrement dans les réseaux sociaux et même à la télévision. Je vous le disais tout à l'heure, et nos débriefeurs sont déjà ici en plateau avec nous. Et tout de suite, nous allons les présenter et rentrer dans les débats tout à l'heure. Je commence par ma gauche avec Maurice Somo, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de m'associer à ce débat que j'espère intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes psychosociologue. Absolument. Avec vous, nous allons essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi le phénomène a pris de l'ampleur dans notre pays ces dernières années, ou peut-être ces derniers mois. Bref, vous le direz. Nos panélistes sur ce plateau, juste à côté de vous, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, bienvenue, Maître. Bonsoir, merci de m'avoir invité pour la première fois pour votre émission. Oui. Je voudrais dire bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs, à mes copanélistes, aux techniciens de Canal 2 International. Je rappelle que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour ceux qui nous regardent ce soir. Et la suite du panel, juste à ma droite, avec notre... Avant de revenir à notre consultant, je présente Mathias Kameni. Mathias Kameni, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Et juste à côté de vous, notre consultant habituel, le doyen Jacques Tobel. Bonsoir une fois de plus, bienvenue. Bonsoir Mike, et bonsoir à tous nos panélistes, et bonsoir à tous ceux qui nous observent à travers le monde. Merci une fois de plus. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je vais commencer immédiatement par Maurice Somo pour essayer de comprendre avec notre psychosociologue qu'est-ce qui peut expliquer la montée de ce phénomène dans notre pays au point où on en arrive à un projet de loi pour viser la pénalisation, le tribalisme, les discours haineux dans les réseaux sociaux, à la télévision et bien d'autres, notamment très observés ces derniers mois ou ces dernières années dans notre pays. Selon vous, comment peut-on comprendre la montée de ce phénomène au Cameroun ? Bien, je vais commencer par dire que le phénomène en soi, il était suffisamment grave. La situation était suffisamment grave. Pour qu'on se jette dans les réseaux sociaux ou dans les médias, les propos qu'on entend, les écrits qu'on lit, tout ce qu'on observe, a fait quand même craindre à un moment donné le législateur qui pense que les discours de haine, les discours tribalistes sont devenus le socle sur lequel désormais se déploie l'activité politique. Bon, jusqu'à présent, le phénomène en soi était à peine perceptible. Lorsqu'on rentre dans l'histoire de notre société, on se rend très rapidement compte que il y a 25 ans aujourd'hui, l'expression tribalisme était si rarement utilisée, je dis bien l'expression en soi, tribalisme était si rarement utilisée qu'on en est venu à penser que ce phénomène n'existait pas. Puisque en fait, lorsque un phénomène prend de l'ampleur, on le ressent à travers l'expression qui le qualifie. Donc le fait que le mot tribalisme, discours haineux, communautarisme, le fait que ces mots deviennent de plus en plus réguliers dans l'expression populaire, il va de soi que forcément ça a pris une certaine ampleur. Bien, c'est clair que le tribalisme est le résultat d'un repli identitaire qui en soi puise sa source dans une forme d'effritement de la société. Lorsque la société arrive à s'effriter, à se diviser, les gens font ce qu'on appelle un repli et veulent se protéger. C'est normal, c'est comme dans la basse-cour. Lorsque tout le monde est en sécurité dans la basse-cour, les poussins se promènent un peu partout. Chacun va là où il veut
il peut rentrer dans la maison où il va aller sous les ailes de n'importe quelle mère poule. Mais dès lors qu'il y a danger, quelle est l'attitude? L'attitude, c'est un repli, c'est-à-dire chacun essaie de rentrer vers là où il se sent le plus en sécurité. Et lorsqu'on replie vers là où on se sent en sécurité, on indexe l'autre comme étant un danger pour soi. C'est donc là le début du phénomène du tribalisme, c'est-à-dire le repli vers une forme d'identité qui est la tribu, qui est, ce qui semble-t-il, devient en ce moment, si vous voulez, le cordon autour duquel on s'enlace et tout en rejetant l'autre. C'est, avant de sortir, je vais tout simplement dire que il ne faut pas surtout qu'on confonde les deux expressions qui sont très rapprochées, l'expression de tribalisme et l'expression de tribalité. La tribalité entendue au sens que chacun d'entre nous a le droit d'appartenir à une tribu, de jouir de tout ce qui sont les bienfaits de cette tribu et de vouloir même valoriser cette tribu et la mettre même au-dessus des autres. Le tribalisme, lui, par contre, c'est un fléau qui vise à tuer l'autre tribu et à affirmer la sienne comme étant dominante sur l'autre en utilisant tous les ingrédients, y compris l'ingrédient politique, pour s'établir au sein d'une société. Très intéressant, l'ingrédient politique, on en reparlera tout à l'heure. Mais Maître Biliga nous expliquera ce que c'est que le tribalisme au sens de la loi tout à l'heure. Mais avant, la parole à Jacques Dobel. Jacques Dobel, effectivement, on a l'impression que, et Moïse Somo le disait tout à l'heure, que le phénomène a pris de l'ampleur. Est-ce à dire que par le passé, on n'a pas beaucoup vécu ce type de phénomène? Notamment, vous diriez qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et bien d'autres, la télévision, le taux de pénétration était peut-être un peu plus bas. Mais aujourd'hui, on a finalement le sentiment que on a franchi le Rubicon en termes de tribalisme, discours haineux, communautarisme et autres. Non, je pense que ce discours-là, on ne l'a pas connu pendant très longtemps. Et j'ai peur de dire que la Constitution de 1996, Maître Biliga me dira peut-être le contraire, a un peu apporté de l'eau dans le moulin du tribalisme, dans la mesure les où expressions comme autochtone, allogène, et tout ça. Et le législateur a cru corriger ce fléau en proposant ou alors en injectant dans le code électoral, si je me souviens bien, ce qu'on appelle le dosage ethnique, c'est-à-dire en mettant les composants sociologiques. Les composants sociologiques, voilà. Mais je crois que ça n'a pas... C'est par là que moi j'ai cru percevoir la montée du tribalisme, parce que les élections d'avant, pour composer ces listes-là, il y a des gens qui s'estimaient lésés, et on se souvient qu'il y a, quand c'était je ne sais plus en quelle année, à Douala 3e, on a dû démettre un maire pour le remplacer par un autochtone. Sob Lazare, qui est finalement entré dans le MRC en laissant le SDF auquel il appartenait. Bon, mais moi je connais beaucoup de... Avant toutes ces choses-là, je connais beaucoup de Camerounais il y a eu de fortes amitiés qui ont donné lieu à des mariages, qui ont donné lieu à des naissances. Parce que tout récemment encore, j'ai rencontré un Camerounais qui s'appelle Mwange Owona. Alors quand vous rencontrez un Camerounais, du centre il est doux, c'est vrai. Bon, voilà un peu ce que moi je vois. Je pense que ces dernières années ont apporté un regain de tribalisme que nous craignons tous d'ailleurs. Maître, tribalisme au sens de la loi, effectivement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment est-ce qu'on définit ça au sens de la loi? Moi, je pense qu'il y a une définition particulière au sens de la loi. Ce que vous devez peut-être comprendre, c'est que, en fait, le tribalisme, dans son sens normal, c'est en réalité, dans son sens primitif, c'est l'organisation sociale d'une tribu, en fait. Nous dépendons tous d'une tribu, nous sortons tous d'une tribu. Ça devient, par la suite, péjoratif. En ce sens que ça devient non plus seulement l'organisation d'une tribu, mais le repli identitaire, et qui cesse d'être seulement un repli identitaire, mais le repli identitaire dans le but de pouvoir affirmer ou réaffirmer la supériorité de sa tribu
contre par rapport aux autres, considérés comme étant des tribus comme étant des tribus minoritaires, peut-être. Non seulement minoritaires, mais hostiles. Mais là où je voudrais, je suis peut-être pas totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que lorsque vous regardez l'histoire du Cameroun, le tribalisme ne naît pas de la constitution ou d'hier en réalité. Lorsque vous regardez l'histoire du Cameroun, je vais parler très loin, mais lorsque le président Aïdjo en 1966 demande que tous les partis se rassemblent pour créer l'Union nationale camerounaise, qui se rassemble autour de l'Union camerounaise l'UC, dont il était le fondateur, c'est parce que c'est exactement les tribus, les partis politiques étaient essentiellement fondés sur les tribus. Les UPC vous disent oui, l'UPC c'était national, peut-être c'est vrai, mais c'était l'un des rares des partis nationaux. Vous verrez par exemple que on vous parlera du parti du PDC, de Mbida, c'est dans l'équipe, ça s'était bien localisé. C'est-à-dire que vous allez voir, la plupart des partis étaient localisés et c'était identifié autour du nom du fondateur, de manière générale. Oui. Et ça continuait. Regardez dans le domaine de football, de l'équipe de football, que ce soit Auris, on dit Auris Bélois. Caïman, on sait que c'est Aqua, et Léopard, on sait que c'est Union, c'est Bassa, et c'est Bamleke, Dynamo à Douala, c'est Bassa, à Yaoundé, c'était Dragon. Donc en réalité, il y avait toujours cette appartenance, cette réaffirmation de l'appartenance à une tribu. Mais qui n'était justement pas péjoratif. C'était pas péjoratif en tant que tel. C'était pas péjoratif, c'était plutôt, d'une manière, c'était émulatif. C'est-à-dire que quand Dynamo allait jouer, on n'allait pas dire que les Bassa vont jouer contre les Bamleke, par exemple, contre l'Union, mais c'est qu'il y avait deux équipes qui essayaient de se rivaliser pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais le problème naît, excusez-moi de le dire, avec le multipartisme. Lorsqu'on le dit, je le dis vraiment sans parti pris, avec le multipartisme. Parce que là, le multipartisme arrive, il refait renaître, en fait, ce que Aïdjo avait essayé de tout faire à travers l'Union nationale. Parce que dans le cas d'une voiture unique, il y avait ceci qui était avantageux, c'est que les listes étaient faites d'une manière consensuelle. On faisait une liste consensuelle en tenant compte de toutes les composantes sociales, tribales notamment. Et moi, je me rappelle que lorsque nous étions au lycée, les listes de coopératives, on exigeait que toutes les régions toutes les provinces soient représentées dans la liste. On faisait une liste. Aujourd'hui, on peut rêver, on peut imaginer bien qu'un parti politique fasse une liste avec les originaires d'une seule région. Ça va poser un problème. Parce que ceux qui ne se représentent, qui se retrouvent pas dans cette liste, vont considérer que les autres veulent les dominer et ça peut poser problème. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que je n'étais pas totalement d'accord avec la liste que peut-être que le doyen a pu faire, en ce sens que lorsqu'on instaure, par exemple, la notion d'autochtone, il y a allogène. Je ne crois pas qu'il y a allogène, il y a autochtone, qui renvoie au fait qu'il y a certaines. Déjà au niveau des Nations Unies, on parle des peuples autochtones. Tout à fait. Mais lorsqu'on parle des peuples autochtones aux Nations Unies, on parle des pygmées, dans ce cas-là, le Cameroun, et des Bogoro. Mais dans la Constitution, la notion de peuple autochtone, en fait, renvoie un peu aux peuples minoritaires. C'est un peuple minoritaire qui, par exemple, dans une région, dans une ville comme Douala, peuvent, si on ne les protège pas, se sentir noyés et vraiment cesser d'exister. C'est pour cette raison qu'on exige, par exemple, qu'il y ait un dosage en tenant compte de ces peuples-là, qu'on puisse, par exemple, leur donner un certain pourcentage. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui se passe en Europe, c'est pour cette raison que j'invoque le président français qui avait dit que l'Afrique n'est pas prête à la démocratie. Contrairement à ce qui se passe en Europe, par exemple, où on vote quelqu'un sur la base des idées, nous avons encore aujourd'hui, notre vote est basé sur le frère. Vote tribal. Sur vote tribal. Et ça, le risque, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle le recensement en matière de vote, qui sont plutôt un recensement tribal. C'est-à-dire que les membres de ma tribu sont nombreux dans une circonscription déterminée. Nous sommes sûrs à 90% que si on fait une liste, tous les nôtres qui sont majoritaires vont nous voter. Vous comprenez? Et là, on ne peut pas parler véritablement de démocratie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a mis des barrières pour que même ceux qui ne sont pas majoritaires, même les femmes, même les handicapés puissent avoir la place dans cette liste-là pour que lorsqu'il y a un vote, qu'on puisse quand même trouver tout le monde se retrouve. Parce que le tribalisme naît également du fait que certains se trouvent lésés, mis au bas de la République, et s'ils se sentent mis bas de la République, ils vont voir quels sont ceux qui sont les dirigeants,
Ça, quand on vous parle, par exemple, on vous dit par le pouvoir bétique, on a entendu parler ça ici, dans ce pays. Tout simplement parce que le dirigeant est dans d'une certaine région, même s'il est entouré par toutes les gens de toutes les régions, c'est lui qu'on identifie. Donc, je vais dire donc, pour terminer, que la notion de tribalisme est péjorative. Elle ne naît pas aujourd'hui. Elle est accentuée aujourd'hui parce qu'on a donné la parole à ceux qui hier ne pouvaient pas parler. Il y avait des personnes qui ne pouvaient parler que dans les bars. Aujourd'hui, vous verrez bien que cette personne parle pour s'adresser au professeur Kamto, alors qu'ils sont peut-être pas, ils n'auraient jamais pu même de dire bonjour ou avoir le courage même de l'affronter. Mais parce que c'est derrière un clavier, ils vont dire n'importe quoi au président Biya, au professeur Kamto, à vous et à moi et à tout le monde. Donc cette personne-là se cache, parfois même sous des faux profils, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Pour terminer juste un tout petit peu, je voulais vous dire quand même que au niveau de la loi, peut-être on va expulsé de sa Suisse et qui devait être accueilli au Palais de l'Unité. Alors, tout ce qui était organisé là-bas, les groupes de danse et tout, on a vu des gens tenir des propos haineux au Palais de l'Unité, à l'endroit du président élu Maurice Kamto. Ils n'ont pas été interpellés. C'est dans la maison du peuple qui tient ces paroles haineuses. On les a vus, on les connaît. Ils n'ont pas été interpellés. Donc, c'est pour, n'est-ce pas, battre en bref le fait que vous pensez que c'est dans les réseaux sociaux. Il y a les gens qui le font à visage découvert. Il y a des télé, des médias qui le font à longueur de journée, qui tiennent ce genre de discours, on les connaît. Donc en réalité, c'est quoi le problème? Le problème, c'est M. Biya. Pourquoi je dis M. Biya? Parce que c'est un instrument qu'il a utilisé pour contrôler et conserver le pouvoir. Et que, au fil du temps, ça se transformait à une arme de destruction massive. C'est-à-dire dans son propre camp et contre le peuple. Et il ne faut pas aussi dire que ça a existé depuis des années. Oui, je suis d'accord, ça a existé depuis des années, mais sauf que ce n'était pas comme aujourd'hui. Ça s'accentue aux dernières élections présidentielles, où ceux-là qui avaient utilisé ce modèle pour conserver leur pouvoir ont pensé que leur pouvoir devait les échapper, que ça devait aller à un intrus. Directement, ils ont encore, une fois de plus, lancé ce tribalisme sur le peuple pour continuer à se préserver. Comment vous expliquez ça, Mathias Ngamni? Comment on utilise le tribalisme pour conserver le pouvoir? Expliquez-nous ça concrètement pour qu'on comprenne quoi exactement. Lorsque nous sommes interpellés, le 28 janvier chez M. Nonga, nous sommes interpellés par qui? Parce que c'est depuis le sommet de l'État. Ne croyez pas que le tribalisme, c'est seulement au quotidien comme ça. Nous sommes interpellés par le divisionnaire Issogo, qui nous déporte à la PJ. Et nous sommes accueillis par Ménine. Ensuite, à Yaoundé. On nous transporte à Yaoundé, où nous sommes reçus par M. Etunji. Du GSO, nous sommes reçus par M. Etunji. Et après le GSO, on nous amène au tribunal militaire. Nous sommes reçus par M. Missé. Et du tribunal militaire, pour Kondégué, nous sommes reçus par M. Etunji. Nous sommes contrôlés par les Onana, Atangana, Zoua. Vous croyez que c'est le vivre ensemble? C'est du tribalisme. C'est pourquoi je vous dis que l'État a utilisé ça depuis longtemps pour contrôler et conserver son pouvoir. Seulement que ils se sont fait prendre dans leur propre piège. Ça a retourné contre eux. Et le RDPC n'agit pas pour rien. S'ils ont proposé une loi sur le tribalisme, et évidemment, ça veut dire qu'il y a des personnes qui les agacent ou ils veulent déjà leur couper la tête. C'est un peu comme la loi sur le terrorisme, où M. Biya l'utilise pour couper la tête de ses opposants. Donc en réalité, cette même loi, c'est textuellement comme la loi sur le tribalisme. En réalité, c'est pour dire que, à mon humble avis, ce n'est pas une loi qui peut faire taire le tribalisme, parce que le tribalisme est, n'est-ce pas, utilisé à 90% par le régime en place. Ok, on a compris. Mathias met des termes et des expressions comme président élu. Je voudrais bien qu'on se passe de ça dans un débat comme celui-ci. On a été d'accord au départ qu'on ne faisait pas un débat
politique, mais c'est un sujet, une thématique qui nous interpelle tous. Donc, on peut éviter la discussion comme président élu. Maurice Somo, est-ce que vous êtes d'accord avec Mathias Ngambi qui estime justement qu'une loi simplement ne pourrait pas résoudre le problème du tribalisme au Cameroun? Bien, je crois que sur le plan technostructurel et sur le plan fonctionnel, oui. Il va de soi qu'un État existe à travers des lois. La loi nous dit comment nous devons nous comporter, toute la société. Elle nous dit ce qui est interdit, elle nous dit également ce qui est permis. La loi, elle a également une valeur de sanction. C'est-à-dire que dès qu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un élément qui ne nous convient pas, bon, eh bien, on se met ensemble, on est d'accord que désormais, voilà comment nous allons vivre dans notre société. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un problème de sémantique et une ligne assez fine de démarcation entre... Oui, que les gens ont normalement des difficultés à discerner. C'est la notion de tribalisme et la notion de népotisme. Népotisme, oui. Népotisme. Il faut faire très attention. Alors, le tribalisme aujourd'hui peut être perçu, certes, comme un comportement, une attitude d'un individu qui veut que sa tribu domine, ou qu'elle soit dominatrice sur les autres, ou que le fait qu'un ensemble de personnes cherche à détruire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que détruire va dans le sens de la destruction de l'autre. Alors, par contre, si on veut faire grandir les siens, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont autour de moi et pour lesquelles je fais tout pour qu'ils émergent dans le centre d'une société, ça peut ne pas forcément s'appeler du tribalisme. Bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans des discussions d'ordre politique. Je veux dire que il faut qu'on comprenne. On comprenne que ce que le copanéliste dit tout à l'heure est un élément, certes, mais il me semble trop léger, beaucoup trop léger dans l'affirmation d'une nation tribaliste. Pour nous, une raison toute simple, si on avait été dans une autre partie du pays, supposons qu'on les avait interpellés à Garoua. Bon, ce n'est pas certain. Probablement que ça aurait été Amadou, ça aurait été Daouda, ça aurait été tel. Ça, je le dis, je le suppose seulement. Bon, maintenant, je crois aussi que dans un pays qui se respecte, où seules les valeurs intrinsèques sont mises en avant, il est aussi possible qu'une tribu, dans un domaine précis, se distingue particulièrement. Il peut arriver donc que ces noms qu'il a évoqués soit une tribu qui a émergé dans le cadre de l'administration publique et il arrive que les choses se soient passées ainsi. Il est fort possible que si ça avait été une procédure qui était assise sur un domaine purement économique, qu'on aurait trouvé tant que Donfac, Pointé et tout cela, ça aurait été aussi pareil. Et qu'on on aurait eu tort de penser au tribalisme. Je crois qu'il y a nécessité d'opérer véritablement ce qu'on appelle un recul. Le recul, c'est en réalité de ne pas identifier les hommes par la tribu à laquelle ils appartiennent, mais plutôt par la compétence qui est la leur dans ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la question se poserait autrement. Est-ce que ces personnes, bien qu'appartenant à une même lignée tribale, est-ce qu'ils ont fait convenablement leur boulot? S'ils ont fait leur boulot et qu'ils sont compétents qui s'appelle Onana, qui s'appelle Donfac, qui s'appelle Mohamedou, pour moi, ça ne me dit absolument rien. En tout cas, seul, vous savez, l'autre, ça ne me concerne. Oui, je voudrais peut-être apporter un peu d'eau dans le moulin de Maurice Somo en disant que il y a une grande école africaine qui est basée au Togo, à Lomé précisément, mais qui lance un concours tous les ans. Et il me souvient que l'année dernière, la grande majorité des Camerounais admis à cette école-là venaient de la région de l'Ouest. On a fait tout un ramdam autour de cette histoire-là en pensant que c'est le ministre, je crois, Nganou qui avait favorisé les siens. Bon,
il y a eu une conférence de presse pour éclairer l'opinion par rapport à cette histoire. Et la même chose s'est répétée cette année. Ben, il se trouve tout simplement que je ne sais pas comment on peut l'expliquer scientifiquement, qu'il y a des domaines dans lesquels certains excellent plus que d'autres, et par conséquent, on se retrouve dans des situations comme celle où on se trouve. Et je vais ajouter quelque chose, avec la permission de Michael. On relève beaucoup au Cameroun que quand vous arrivez dans certaines régions du pays, c'est valable pour l'Ouest, c'est valable pour le Grand Nord, vous n'allez pas trouver d'autres Camerounais que les originaires du terroir. Dans les conseils municipaux, c'est eux qui sont députés et tout. Et je rappelle qu'il y a un illustre professeur de droit dans ce pays qui avait parlé du village électoral. Je crois que... son âme, professeur. Alors peut-être que le maître Biliga pourra nous apporter un éclairage par rapport à... Ok, avant... Ça s'appelle Biliga. C'est même pas parce qu'il est avocat. En tant qu'avocat. Alors, je propose, messieurs, que nous lisions une partie de la loi pour revenir sur l'aspect des réseaux sociaux tout à l'heure et rappeler justement que des leaders d'opinion, des hommes politiques et bien d'autres seront durement frappés par cette loi. Je voudrais lire quelques lignes seulement à l'endroit de nos téléspectateurs. L'article 241, nouveau notamment, qui porte sur l'outrage aux races et aux religions, est puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 plutôt à 500 000 francs CFA. Celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 du même code pénal à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents, si l'infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, c'est pour ça que j'insistais sur les réseaux sociaux tout à l'heure, la télévision et la radio, de réseaux sociaux même, ou tout autre moyen susceptible d'atteindre le public, l'amende est portée à 20 millions de francs CFA et les peines prévues aux alinéas 1 et 2 du même code lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine, le mépris des citoyens. Et plus loin, on peut lire justement que la sanction se veut en effet plus sévère pour certains acteurs de l'espace public. L'alinéa 3 de l'article évoqué justement dispose que lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du code pénal, un responsable de formation politique, de médias, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa 1 du code sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. Maître, pouvez-vous nous expliquer? Non, je veux d'abord dire une chose. Oui, je veux d'abord dire une chose. Oui. Les infractions contre la discrimination des citoyens existent avant celle-ci. Tout à fait. Il y a déjà cette infraction qui porte l'outrage de 152 du code pénal, mais il y a l'article 241, l'autre là c'est 241, justement, qui parle des races et des religions. Tout à fait. Et lorsque vous vous souvenez qu'à l'époque, dans nos actes de naissance ou dans nos actes, dans nos cartes d'identité, on mettait bien race. On mettait Bassa ou Bamleke. Race. Alors, est-ce que ça ne renvoie pas, en fait, aujourd'hui, cette race-là ne renvoie pas à tribu? Ça continue aujourd'hui avec une région, département et autres. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, l'État a toujours eu à cœur de combattre ce que j'appelle le tribalisme. La différence fondamentale aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'évolution du mot. Parce que hier, quand on dit racisme, on renvoie à la peau, à la couleur de la peau. Or, originellement, lorsqu'on parlait de race, c'est pas forcément la couleur de la peau. Ça renvoyait à la tribu. Or, l'article 241 parle outrage aux races et aux religions. Et va même plus loin. L'alinéa 3 dit les peines prévues à l'article 1 et 2 sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens. Vous voyez, la différence qui existe aujourd'hui là maintenant, c'est que on utilise le terme tribu et on se focalise sur un certain nombre de personnes à qui la responsabilité doit être forte. Parce que ces personnes sont des leaders d'opinion. Justement. Que ce soit les gens, les responsables des ONG, que ce soit les hommes politiques, des responsables religieux. Voilà, ils ont une responsabilité plus forte. Oui. C'est eux qui doivent encadrer
qui doivent dire à ceux, par exemple, qui envoient sur les postes sur les télévisions, d'éviter de parler tellement tribu. Parce que si on y va, on s'en sortirait pas. Quand je donne un exemple simple, mon compagnonniste de MRC, vous a cité les noms des personnes qui sont du centre, de manière générale, centre-sud. Mais on lui donnerait plein de cas. Pratiquement, dans ce sens, la première chose, c'est que lui, il est gaminé, il représente comme tout sur le plateau. Vous voyez bien. Pourquoi est-ce que c'est pas un... Si on rentre dans ce débat, on s'en sortira pas. Lorsque vous rentrez dans ce débat, je vous dirai, le secrétaire général du RDPC, il n'est pas du centre. Je vous dirai, la deuxième pourcentage du pays, qui est le président Niat, n'est pas du pays, entre guillemets, organisateur. Je vous dirai que le président de la chambre de commerce, le président du JUCAM, que tous les présidents pratiquement, ne rentrons pas, on va pas y arriver. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous sommes aujourd'hui dans le sens d'apaisement. Et c'est pour ça l'intérêt de la loi. Que ni vous ni moi, quand nous venons sur le plateau, parlons Cameroun, cessons de parler tribu, tel. On a dit, on est dans un pays où les gens doivent être compétents. Le doyen l'a si bien dit, monsieur Dor, l'a si bien dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un stade où, lorsqu'on regarde une liste des admis dans un concours, ou bien des affectés dans des affectations, qu'on ne va pas dire que celui-ci, c'est parce qu'il est proche du président ou de la tribu du président qu'on l'a affecté. Ne rentrons pas dans ce débat-là. La tribu nous a fait suffisamment mal, le tribalisme aujourd'hui. Tout à l'heure, on disait que ça existait, du point de vue culturel. Ça existait, avec, je sais pas, le Lakam, le Kumze, le Ngondo, le Mbordéa, etc. Ça existe, ça ne pose pas véritablement problème. Mais lorsque la tribu est utilisée contre l'autre, qui n'est pas de sa tribu, ça devient un véritable fléau pour la cohésion sociale. Et nous devons tous combattre cela. Mathias, ce que je voudrais dire, c'est de dire à Maître, je n'aime pas trop qu'on m'interpelle pour m'interdire de dire ce que je pense, et surtout quand j'ai envie d'éclairer le peuple. Ça, c'est un éclairage. Donc vous deviez accepter ça comme ça. Alors, je dis cela pour dire que quand vous dites que est condamné, je ne sais pas combien d'années, quelqu'un qui tient des propos haineux, monsieur, vous condamnez à combien un président qui refuse de promulguer la loi sur la déclaration des biens pour protéger les biens des Camerounais? Non, mais c'est une loi. Mais je parle également d'une loi. Nous parlons de tribalisme, vous parlez de politique, même là où on doit parler camerounais. Vous punissez à combien quelqu'un qui déporte au mépris de notre code de procédure pénale, quelqu'un qui déporte un groupe de personnes de Douala pour Yaoundé avec un simple mandat de perquisition. Vous parlez de droit. Vous pénalisez celui-là à combien? Vous le condamnez à combien? Mathias, je vous relance. Est-ce que, en réagissant de la sorte face à un tel projet, qui est encore un projet de loi, vous ne vous sentez pas justement visé directement par ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée? Effectivement, c'est de ça que je suis. Alors, si vous vous sentez visé, ça suppose donc que vous vous reconnaissez peut-être dans ce qui est reproché aujourd'hui, dans ce phénomène tribalisme de ces discours haineux, parce que, peut-être il faut le dire, votre formation politique est parfois très pointée du doigt à cause justement de ce qu'on peut appeler ces propos, discours haineux, pas seulement la vôtre, d'autres formations politiques également, mais vous vous sentez un peu braqué à l'écoute de ce projet de loi. Est-ce que vous, justement, ne vous sentez pas directement concerné par ça? Votre réaction, au vu de votre réaction sur ce Non, pas du tout. Oui. Ici, je parle des Camerounais, je ne parle pas de nous. Je dis bien que, dans ce cas, restons sur le projet. Je dis bien que le RDPC mette en place cette loi pour continuer à couper la tête des Camerounais qui veulent s'exprimer. En quoi? En réalité. En quoi, oui. Mais la loi ne s'applique pas, la loi s'applique à tous les Camerounais. Maître Biliga l'a dit tout à l'heure, c'est pas une loi qui va s'appliquer à une catégorie de personnes et pas d'autres. Je vous cite des personnes qui ont commis des délits qui n'ont pas été interpellés. On reconnaît l'autre qui a détourné l'argent de la CAN, au lieu d'être interpellé, condamné, qui a été plutôt promu. Lors de notre marche, nous avons condamné cela. Mais au lieu de nous écouter, il a été promu. Et nous avons été incarcérés. C'est donc pour dire que la loi que le RDPC met en place, c'est juste pour couper la tête à ses ennemis. C'est de ça que je parle. À ses propres militants, ils ne peuvent pas le faire. C'est la loi des autres. Ce n'est pas la loi
C'est plutôt la loi des autres. Sans vous couper, monsieur Kamini, je pense quand même que si vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle les prisonniers de luxe, qui sont pleins en prison, c'est quand même des... Quels sont ceux qui sont dans l'opération épervier? Mais cela continue toujours à clamer les non, mais quels sont ceux qui sont dans l'opération épervier? Vous voyez bien que votre démarche, votre analyse est totalement fausse. Leur innocence. Votre analyse est et en totalement réalité, fausse. on nous a jamais prouvé qu'ils ont volé. Alors non, c'est pas le problème. Vous n'avez continué à dire on va pas rentrer dans le débat. Mathias, ne nous éloignez pas du débat. Vous n'avez pas Mathias, Mathias continue à clamer les innocents. Mathias, s'il vous plaît, allez-y, monsieur Do. Vous ne pouvez pas non plus nous prouver que la personne que vous indexez comme étant l'auteur des détournements de l'argent de la CAN a effectivement détourné cet argent. Parce que nous sommes ici dans un débat citoyen et nous devons pouvoir... Je croyais que nous étions d'accord au début de la discussion. Je voudrais dire que deux choses. Premièrement, revenir sur ce que Maître Biliga disait tout à l'heure, à savoir la notion de tribu et la notion de race. Il veut dire que la notion de race, la notion de tribu s'est substituée à la notion de race. Sauf si nous avons fait des écoles différentes. Et je sais que lui et moi avons sûrement fait les mêmes écoles, au moins sensiblement dans les mêmes époques. Quand on parlait de race, on disait la race blanche, la race noire, la race jaune. Alors quand on dit race noire, ça se réfère à quoi? À la couleur de la peau. À ce que je sache, tous les Camerounais sont de race noire. Non, c'est pas seulement ce terme. Ce terme a une autre connotation. Et j'ai pris un exemple. Vous permettez que j'ai pris un exemple très précis. De ma démarche. J'ai pris un exemple très précis. Regardez vos actes de naissance ou vos cartes d'identité. C'était écrit race, 2 points, Bassa ou Bamleke. Oui, ça c'est vrai. Je vais donc vous dire que la notion, c'est de là que je parle. L'acte de naissance, je vais vous dire donc que l'acte de naissance en tant que relique de la colonisation était fait, conçu pour distinguer l'homme d'Afrique, l'Africain qu'on était, et le blanc. Entendu qu'il y avait des blancs qui naissaient au Cameroun et il fallait spécifier s'ils appartenaient à la race noire ou à la race blanche. Nous l'avons hérité in extenso comme tel et nous l'avons reproduit mécaniquement. Aujourd'hui, la notion de tribu, elle est tout autre chose. Elle n'a rien à voir avec la race. Je voudrais que maître, vous le preniez pour dit, et si vous voulez off, pour ne pas déplacer le débat, ici, pour ne pas nous accrocher je crois que c'est le même débat, et je voudrais vous relancer d'ailleurs, à propos Maurice Omo, aujourd'hui, certains s'offusquent encore de ce que dans ces actes de naissance, de ces documents officiels, là, qu'on ait encore des distinctions comme région, religion, département et tout le reste. C'est des choses que d'aucuns estiment, certains observateurs estiment qu'on aurait pu annuler tout cela pour éviter... C'est des éléments de la tribalité. Les éléments de la tribalité, c'est des éléments positifs. Qui finalement arrivent à servir. C'est une reprise malencontreuse et malheureuse, n'est-ce pas, des éléments d'information sur la tribalité des individus qui sombrent finalement dans le tribalisme, qui ont glissé dans le tribalisme. Il faut donc en refaire bonne exploitation, non pas les éliminer, mais un peu les redéfinir et les respécifier dans la conscience collective pour dire c'est les éléments de la tribalité, ça doit être comme tel. On doit savoir que vous êtes Bamileke, on doit savoir que vous êtes un noble Banen comme moi, on doit savoir que vous êtes Bassa et tout ce que vous voulez. Par contre, si c'est exploité pour l'affirmation d'une tribu aux dépens d'une autre, en ce moment, il y a problème. Le deuxième élément, la deuxième chose, parce que maître m'a distrait, moi je m'a distrait, vous avez noté qu'il m'a distrait. Allez-y. Bon, alors, l'autre chose que je voulais dire se rapporte à ce que moi j'aurais pensé aurait constitué l'os de ce débat aussi, c'est le caractère fondé de cette loi. Est-ce que cette loi nécessitait d'être en ce moment? Quel est le bien fondé de cette loi? Dans un environnement où, dernièrement, nous avons été à ce que nous avons appelé le dialogue national. Le dialogue national nous a permis de nous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Donc, nous avons dit, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas. À partir du moment où nous savons qu'il y a parmi les éléments qui nous divisent cette notion qui s'appelle le tribalisme.
Et nous, pensons-nous que ce soit une loi, c'est-à-dire sanction, qui viendrait arranger ça? Moi, j'aurais pensé qu'à un moment donné, il se substituait à la loi plutôt une question d'éducation des masses, des populations, sur ce que... Parce qu'il y a quelque chose sur laquelle tout le monde est d'accord, le tribalisme est mauvais pour notre pays. Pourquoi des gens l'utilisent? Ce n'est pas en disant autant de l'utiliser. Si je suis contre vous sur un champ politique, et que je sais que c'est l'élément de tribalisme qui voudrait me faire vous abattre, je ne vais pas hésiter. Cela parce qu'en politique, tous les coups sont permis. Est-ce que vous comprenez à peu près? Voilà donc pourquoi on a d'ailleurs parfois vu des hommes politiques utiliser ces termes-là. On se souvient à Yaoundé, un ministre de la République qui avait qui avait affirmé ceux-là, ne venez pas faire ça ici, rentrez chez vous faire ça. On ne va pas citer les contemporains, mais malheureusement, mais écoutez, je crois que c'est même l'objet de la loi qui parle justement de condamner ces hommes politiques, ces leaders d'opinion-là. Est-ce que, en regardant cela, maître Maurice Somo, vous parlez d'éducation, la question d'éducation, vous ne pensez pas qu'on a assez sensibilisé, qu'on a assez éduqué, qu'il faut peut-être passer par la répression maintenant pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut calmer les choses, il faut calmer le jeu et tout ça? Le tribalisme, à un moment donné, bien que maître dise que ça existait, moi je dis que c'est la tribalité qui existait et non véritablement le tribalisme. Vous rejoignez Jacques Bebel sur cette question. Oui, et dans ce cas, qu'est-ce que nous disons? Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait ou qui punissait de quoi que ce soit? Il y avait une forme de censure morale, une sorte de censure inconsciente. Parce que l'éducation, je vais vous dire, je veux parler de la posture d'éducation, je vais vous dire parce que depuis la base, lorsque je rentrais dans ma classe de l'école, à l'école CE1, la première leçon que j'apprenais, c'était la leçon de morale, la leçon de citoyenneté. La leçon de citoyenneté. Voici le tribalisme, le népotisme, ce sont des fléaux pour la nation. Je peux dire qu'aujourd'hui, si nous glissons, c'est qu'une génération qui malheureusement a été moulée sur un ensemble de règles qui n'ont rien à voir avec ses valeurs, est venue s'imposer et aujourd'hui a utilisé cet élément. Mike, vous et moi avons peut-être 40 ans de différence, mais je ne suis pas sûr que à votre temps, vous avez un seul jour reçu une leçon de citoyenneté sortant d'un livre qui s'appelle Mon pays, j'aime mon pays, le Cameroun. Non. L'institution civique a donné place à l'éducation civique, a donné place à rien du tout. Et aujourd'hui, ces notions ne sont pas dans la mentalité. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ADN du Camerounais qu'ils comprennent que le tribalisme est mauvais. Tant que ce ne sera pas le cas et qu'on voudrait qu'il faut venir tout simplement sanctionner des gens, je crois qu'on cherche une chicotte pour fouetter un enfant en réalité qui ne sait même pas de quoi il parle. Voilà, Biliga, on avait la charrue avant les bœufs alors. Oui, non, je pense que je suis d'accord. Pas sur la race, la tribu. On aura fait après. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème qui s'est toujours posé dans la sociologie de la répression, en réalité, est-ce que les lois sont, à elles seules, sont suffisantes pour pouvoir résoudre un problème? Oui. La réponse est non. Ça, c'est évident. Parce que si les lois étaient seulement suffisantes, il n'y aurait plus de vol. Il n'y aurait plus au Cameroun de détournement de deniers publics. Oui. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est que le Cameroun est le pays, le seul ou le pays où la répression de détournement de deniers publics est la plus forte au monde. Oui. Si vous êtes accusé ou reconnu coupable d'avoir détourné plus de 500 000 francs CFA, c'est la peine à vie. Oui. Vous comprenez cela? Il n'y a aucun autre pays où ça existe. Or, cela n'empêche que, tout à l'heure, on en parlait, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison pour, dans le cadre des éperviers et dans le code. Donc, en fait, c'est pas seulement... Il est vrai que un auteur que j'aimais lire, René Philombe, qui disait que une convocation de police ne se lit jamais comme une lettre d'amour. En fait, la police, ou la convocation de la police, la gendarmerie ou la justice doit être là, ou la loi, pour vous faire peur. C'est un peu comme un serpent qu'on appelle le crotal. Le crotal est venimeux. C'est-à-dire, dès qu'il vous pique, vous mourrez. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il se sent en danger et qu'il ne veut pas vous attaquer, il fait
sonner sa queue, oui. qui a un bruit, fait un bruit, Ouais. en fait, il se met en position d'attaque, mais il ne t'attaque pas. En fait, la loi est un peu comme celle-là, en vous disant, je n'ai pas besoin de vous réprimer. Oui. C'est pour ça que je vous dis, voilà des conditions pour lesquelles je ne veux pas vous réprimer. Ne m'amenez pas à vous réprimer. faire, oui. Mais si, comme face au Kotal, la personne sait qu'elle peut éviter le Kotal, peut-être parce qu'elle a une arme, un truc, ou une malice, ou plus maligne, Oui. elle n'aura pas peur du Kotal. De la même manière, lorsqu'une personne pense qu'elle peut détourner la loi, elle peut aller tricher sans que la loi ne puisse l'atteindre, sans qu'on ne puisse l'arrêter, Oui. la personne va y aller. Le jour où on tuait les gens sur la voie dernière fois, au niveau du stade Ouris, ici en bas, pour vol aggravé, on arrêtait les voleurs. On était en train de tirer sur leur poteau d'exécution. Vous peut-être pas connaître, mais ce jour-là, on arrêtait les gens qui volaient. Cette personne savait bien que si on l'arrête, on peut les fusiller. Mais c'était des voleurs d'habitude. C'est pour cette raison que, et là je suis entièrement d'accord avec mon voisin, c'est que, de gauche, M. Saumon, c'est que, en réalité, il faut que nous puissions intégrer dans notre vie, que nous puissions avoir une conscience qui nous fait que nous ne devons pas considérer notre frère qui n'est pas d'autre tribu comme étant un ennemi. On n'aura pas besoin à ce moment-là de la loi. C'est-à-dire que si nous intégrons le fait que nous ne devons pas voler, que nous ne devons pas tricher, que nous ne devons pas faire ceci, la loi est là juste vraiment pour accompagner. Oui. Mais si nous disons que la loi ne nous fait rien, on n'a pas peur de la loi, que notre conscience ne nous juge pas, ne nous dit absolument rien, qu'on trouve normal de qualifier les autres de tribus inférieures, etc., ou de pouvoir penser qu'on doit seulement favoriser les membres de sa tribu, nécessairement, naturellement, la loi, on va sanctionner 1, 2, 3 fois, mais les gars vont continuer. On a vu des bandits qui ont fait 10 ans de prison, qui sont revenus, qui ont repris. Donc la loi seule ne suffit pas. L'éducation civique, notre conscience doit pouvoir nous accompagner à respecter, à prendre des comportements qui sont des comportements d'éthique, sans qu'on ait besoin d'avoir la loi pour nous intimider ou nous faire peur. Mathias Kameni, finalement, à écouter Maître Biliga, Maurice Somo, il fallait finalement arriver justement à la mise sur pied de cette loi, même si vous estimez qu'elle sera dirigée vers une certaine caste de personnes, mais il fallait finalement qu'on y arrive, même si Maurice Somo relève justement des manquements à l'éducation, à la sensibilisation, l'apprentissage depuis le bas âge et autres, vous au MRC, puisque vous vouliez bien parler de votre parti formation politique tout à l'heure, vous au MRC, qu'est-ce que vous prévoyez justement? Est-ce que vous avez une politique justement d'éducation pour permettre aux citoyens de comprendre cela, de comprendre des questions justement comme le tribalisme, le népotisme, le favoritisme et bien d'autres qui sont des fléaux pour la nation? Qu'est-ce que votre formation politique propose justement dans ce sens-là? Je pense que dans notre parti actuellement, il y a ce qu'on appelle l'Académie jeune. Oui. Que n'est-ce pas, avant la création du parti, on avait bien pensé à cela, donc c'est depuis la base. Donc, en réalité, cette loi, pour nous, ne devait pas y être avec notre président élu au pouvoir. Parce qu'en réalité, la montée du tribalisme, c'est d'ailleurs le manque de confiance entre nos gouvernants actuels. C'est parce qu'ils sont plus crédibles. Donc, et du coup, comment vous expliquez ça? Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Mais effectivement, je vous ai dit depuis le début de cette émission, que c'est ces autorités-là qui ont mis sur place ce modèle de tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Et du coup, au fil du temps, ça a évolué et puis c'est devenu une arme de destruction massive qui ne contrôle plus, qui se retrouve en réalité contre eux. Et voyez donc que pour stopper cela, il faut donc mettre en place cette loi. Pas pour régler en général le problème du tribalisme, mais pour couper la tête à ceux qui s'opposent à leur pouvoir. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on s'oppose à un pouvoir? Et j'ai pris un exemple sur la loi sur le terrorisme. Écoutez, on nous arrête, nous sommes des marcheurs. On nous accuse de terrorisme. Hostile à la patrie, outrage au chef de l'État, parce que nous avons marché, insurrection. Ceci dit tout simplement que toutes ces instructions que M. Biya met en place, c'est pour éliminer progressivement
tous ceux qui peuvent s'opposer contre l'alternance. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, les Camerounais s'aiment. C'est le pouvoir qui est le problème. Les Camerounais n'ont pas de problème entre eux. Et celui-là, qui jusqu'ici peut venir apporter la solution définitive à ce problème, c'est le président Kamto. Puisque en lui, d'abord, est établi comme un homme de paix. Comment pouvez-vous penser que quelqu'un qui utilise toujours la violence pour gérer son peuple peut être comme celui qui utilise l'arbre de paix pour parler à son peuple? Alors, puisque vous tenez absolument à parler de votre formation politique, vous faites tout pour sortir. Je vais vous relancer sur une question, et notamment à propos du président de votre formation politique, Maurice Kamto, lors d'un discours au Conseil constitutionnel. Beaucoup se sont offusqués justement d'écouter le président du MRC, Maurice Kamto, demander s'il fallait passer un concours pour être boulou et autres. Certains ont estimé justement que c'était là l'exacerbation du tribalisme, que des propos tenus par un haut responsable politique comme celui-là n'étaient pas du tout responsables devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le président élu Maurice Kamto avait percé l'abcès. Il avait juste percé l'abcès. Puisque, en réalité, quand vous regardez la composition de cette cour, on va pas revenir dessus. Mais vous parlez donc de quoi? Je vous ai donc dit qu'il avait percé l'abcès. Oui. Et il savait pourquoi il le disait. Il savait pourquoi il le disait. Puisqu'en réalité, il disait ça pour répondre à certaines personnes qui passaient déjà leur temps avant les élections présidentielles à dire qu'un Bamileke ne peut jamais être président. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc passer le concours pour être boulou, pour être président. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, on a compris, mais je voudrais rappeler à l'adresse de nos téléspectateurs, il faut que les choses soient claires, que vous récusiez à l'époque, le MRC notamment, la composition du Conseil constitutionnel pour la qualité des membres, pas de par leur appartenance ethnique ou bien de leur tribu, mais justement parce que vous disiez qu'ils sortaient pour certains du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voudrais que ce soit clair pour ceux qui nous regardent ce soir. Maître, je voudrais dire quelque chose. Je crois que nous sommes tombés d'accord, on a fait un gentleman agreement tout à l'heure, au début de cette émission, qu'on ne parlerait vraiment pas politique, qu'on parlerait essentiellement de droit et dans le cas de l'apaisement. Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici avec l'impression que il y avait un avocat sur le plateau qui a entendu dire des choses à Paris. Je vais réagir. Allez-y. Ce n'est pas les marches qui sont interdites, elles peuvent être interdites. Mais lors des marches, on peut poser un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles par la loi. Je vous donne deux exemples. Outrage, article 152. La diffamation, l'injure ou la menace faite soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public, sont qualifiés d'outrage. Vous marchez, Paul Biya, dictateur, c'est un outrage. Je dis, article 153, outrage au président de la République. Un puni, c'est pas plus important. Celui qui outrage le président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives, ou un chef d'État étranger. Je peux aller plus loin. Article, la rébellion. Est puni par quelque moyen que ce soit celui qui incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique, par des violences ou voies de fait, la CPT B empêche quiconque d'agir, etc. Pour vous dire quoi? Ça veut dire que contrairement à parce que lorsque on revient tous les jours sur les mêmes choses, en disant le président Kamto a marché, et les gens ont marché, il y avait pas. Non, au cours des marches, si vous marchez en disant Paul Biya était un dictateur, c'est une infraction. Quand vous marchez en disant Kamto était le président élu, alors qu'on sait qu'il n'est pas président élu, c'est une. Qui est le président élu? D'accord, on a compris, maître. On va pas continuer dans ce. Maître, une question technique, pratique. Pour sortir peut-être de ce débat. Nous avons eu une discussion d'entrée de ce studio. Certains appelaient cela de la stigmatisation, d'autres disaient c'est du tribalisme. Sur justement ces questions de, écoutez, vous les Bamileke, écoutez, vous êtes un Bamenda et autres, des petits propos comme ça qu'on se lance de temps en temps. Vous les nordistes, vous êtes des moutons et autres. Est-ce de la stigmatisation ou vraiment du tribalisme? Qu'est-ce que le téléspectateur qui nous regarde en ce moment doit comprendre dans ce tribalisme-là? Quelle est la limite justement qui ne faut pas franchir? Il y a une partie qui à ma foi, ressemble à la stigmatisation. Lorsque chez nous aujourd'hui on dit Bamenda, ça renvoie nécessairement, c'est péjoratif. Il faut l'avouer. Est-ce que je suis ton Bamenda?
parce qu'on parle de principe, peut-être que le Bamenda est pas très, très intelligent, entre guillemets. Ça, c'est une tribalisation. Mais il y a des clichés qui sont attachés à nos tribus. Tout à fait. On dirait le Bassa, c'est il marche avec le timbre papier de c'est clair et net. C'est pas méchant. Qu'on dise que le Bamleke est proche de son argent, est ping, c'est pas méchant. Qu'on dise que le Douala c'est quelqu'un qui est vantard, qui se sent, qui est suffisant, que le Yaoundé, appelons-moi, laissez-moi dire le terme, Yaoundé, il aime le vin rouge, etc., etc. Ça, c'est tous les soirs, lorsque vous êtes invité dans des rencontres, dans les soirées des mariages, nous rions tous lorsqu'on chante, lorsque le comédien se met à le dire. Ça veut dire qu'en réalité, nous nous reconnaissons à travers ça, on blague un peu, même à l'étranger, je veux dire, même dans les régions, en France ou autres, il y a très régulièrement, qu'on va dire, dans telle région, les gens se comportent de cette manière, on blague. C'est pas méchant. Ça devient méchant lorsque, comme par exemple dans le cas du Bamenda, où on considère que lorsqu'on est Bamenda, on est bête, entre guillemets, et là ça devient un problème. Parce que lorsqu'on te dit tu es Bamenda, ça veut dire que tu es un idiot, tu es quelqu'un malléable à qui on peut faire n'importe quoi. Voilà. D'accord. Jacques Dobel, pour sortir de ce débat, justement, je rappelle que nous aurons l'occasion de refaire ce débat, justement, quand le projet de loi sera peut-être adopté à l'Assemblée nationale, promulgué par le président de la République. C'est pour ça que nous ne sommes pas suffisamment entrés, justement, dans ce qui est encore un projet de loi aujourd'hui. Mais Jacques Dobel, pour vous, au-delà de ce projet de loi, justement, s'il faut lutter efficacement encore contre le tribalisme dans notre pays, au-delà de l'aspect éducation et autres qu'a évoqué Maurice Somo tout à l'heure, que faut-il faire pour éviter cela, notamment avec les réseaux sociaux, la télévision et autres, et le discours haineux qui monte de plus en plus? Bon, je ne suis pas un expert en matière de communication. Les experts peuvent peut-être nous apporter une réponse adéquate à la lutte contre les réseaux sociaux. Mais je pense que nous devons revenir à nos valeurs. Parce que nous avions, avant même l'arrivée des Blancs, nous avions des valeurs de citoyenneté, de convivialité, nous avons de l'entre-gens. Mais tout cela s'est dilué aujourd'hui au gré des intérêts mesquins. C'est ce que je peux dire. C'est pour cette raison que ceux qui ont en charge l'éducation de la jeunesse camerounaise doivent remettre au goût du jour les leçons de l'éducation à la citoyenneté, les leçons même de politesse, les uns envers les autres. Parce que quand les gens ne sont pas polis déjà entre eux, c'est pour cette raison qu'ils sortent n'importe quoi. Et tout à l'heure, je vais dire quelque chose que dans mes lectures, j'ai lu quelque part, le tribalisme est l'un de ces préjugés qui constituent les béquilles des traditions. Je crois que quand on fait ces choses-là, quand on ne doit pas les prendre comme ça, comme si vraiment c'est une insulte. Moi, quand on me dit que tu es un savoir, ça me dit rien parce que moi, parce que j'ai travaillé longtemps dans un autre journal avant d'arriver ici. Les gens toujours m'ont demandé, mais comment tu arrives à travailler avec les Bamileke? Je leur ai dit que, mais vraiment, travailler avec les Bamileke ne change rien à ce que moi j'ai appris, c'est ce que j'applique dans le travail que je fais tous les jours. Donc vraiment, je ne vois pas d'inconvénient à travailler avec qui que ce soit. Mathias, ça c'est votre dernière prise de parole pour terminer. Vous, tout à l'heure, vous n'avez pas précisément répondu à la question sur ce que fait le MRC justement pour former les gens. Vous nous avez parlé simplement de l'académie des jeunes, mais on voudrait vous demander qu'est-ce que vous faites dans cette académie justement pour la formation de ces jeunes-là par rapport à ces discours de haine, parce que tout le monde est concerné justement par ça. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire ce que ça plaise tout au moins? Je pense que la voie la plus autorisée de notre parti, c'est-à-dire le président élu, lui-même avait sorti une circulaire pour interdire ses partisans de tenir des propos haineux sur les réseaux sociaux. Il a été clair. Pensez qu'il est vraiment suivi? Mais bien sûr, il a été suivi. Bien sûr. Vous avez vu que depuis la mise sur pied de cette circulaire, tous ceux qui s'agitaient sur les réseaux sociaux, au nom des militants, même s'ils ne l'étaient pas, du MRC, s'étaient rétractés. C'était rétracté. D'accord. Donc je pense que notre parti, n'est-ce pas, le parti de l'avenir, comme déjà la Renaissance, le souffle de la Renaissance, nous c'est-à-dire au quotidien, nous formons nos militants à respecter les institutions, parce que notre pays c'est quand même une institution, à les respecter,
En aucun cas, nous pouvons dire à nos militants de tenir des propos de haine contre un individu. Donc, on ne peut pas dire que le professeur Kamto lui-même a sorti une circulaire pour demander aux gens, pour appeler ses militants au calme, et dit par après qu'on a sorti une loi pour viser certaines personnes. C'est dit que lui-même il a reconnu justement que le discours haineux, Non, le discours tribaliste. Mais attendez, ce n'étaient pas les militants du MS qui tenaient des propos de haine. Je dis bien qu'il a sorti la circulaire pour dire que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui se prennent pour des militants du MRC, même s'ils n'étaient pas, puisqu'ils ne connaissent pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'il y a des gens derrière les faux profils qui se prennent pour des militants du MRC pour tenir des propos haineux. D'accord. Alors il avait donc sorti une circulaire pour dire si quelqu'un est mon militant, il doit respecter son vis-à-vis. D'accord. Merci Mathias, malheureusement c'est terminé. Maurice voulait dire un mot de fin. Oui, tout à l'heure. Oui, juste, je voulais dire que tout à l'heure, quand je vais descendre là, avant de prendre ma voiture, il y a une fille Babileke qui m'attend. Moi, je suis banane. Bon, allez donc m'empêcher de le faire. Dans tous les cas, c'est pour dire que la volonté pour les Camerounais de vivre ensemble, prendra le dessus sur les forces obscures du tribalisme. On n'aura même pas besoin d'une loi pour le faire, ça se fera automatiquement. Naturellement. Voilà. Merci, c'est le vœu de tous sur ce plateau. Merci, on s'entend finalement autour de cette idée à la fin de cette émission. En témoigne les souris sur les visages. Merci messieurs d'avoir suivi cette autre édition du débrief de l'actu. Merci à vous et à demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.